Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Reichstadt, directeur de Conspiracy Watch. Et Tristan Mendes France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Pauline Pénanec de France Info. Aux États-Unis, Donald Trump place ses pions au sein des services secrets. Après Tulsi Gabbard à la tête du renseignement national, c'est Kash Patel qui prend les rênes du FBI. Une vague de nominations qui interroge, inquiète et divise quand on sait que ces personnalités flirtent avec le conspirationnisme. L'occasion pour nous de nous intéresser aux services secrets, devenu un fantasme évident pour la complosphère, ces agences qui selon eux manipulent l'opinion publique et orchestrent des plans cachés. Le monde du renseignement au cœur du complotisme, c'est l'épisode 83 de Complorama. Une chose que nous avons apprise pendant la première mandature de Trump, c'est qu'il faut placer des patriotes américains à tous les niveaux, de haut en bas, pour les forces de l'ordre, pour la collecte de renseignements, pour les opérations offensives. Et la seule chose que nous ferons et qu'ils ne feront jamais, c'est que nous suivrons les faits et la loi. Nous irons devant les tribunaux et corrigerons ces juges et avocats qui ont poursuivi ces affaires basées sur la politique et les ont en réalité utilisées comme une guerre juridique. Nous allons partir à la recherche des conspirateurs, pas seulement dans le gouvernement, mais aussi dans les médias. Oui, nous allons nous attaquer aux personnes des médias qui ont menti sur les citoyens américains, qui ont aidé Joe Biden à truquer les élections présidentielles. Nous allons nous attaquer à vous, que ce soit sur le plan criminel ou civil. Nous vous mettons tous en garde. C'est pourquoi ils nous détestent, c'est pourquoi nous sommes tyranniques, c'est pourquoi nous sommes des dictateurs. Vous venez d'entendre Kash Patel, le nouveau patron du FBI, fraîchement confirmé par le Sénat. C'était le jeudi 20 février. Et dans cet extrait du podcast de Steve Bannon, le 5 décembre 2023, il déclarait donc vouloir partir à la recherche des conspirateurs, notamment dans les médias. Tristan, Kash Patel, c'est quelqu'un qu'on commence à connaître dans Complorama. Oui, c'est quand même un personnage extrêmement virulent, qui est populaire dans la complosphère américaine. Et c'est quelqu'un qui a quand même quelque chose de l'ancien directeur du FBI, Edgar Hoover, qui voyait des communistes partout dans les années 50, durant le macartisme. Et on le voit, on l'entend dans ce sonore-là, qu'il a cette même énergie, si on veut, que Edgar Hoover. Où là, il veut s'attaquer à ce qu'il appelle donc les comploteurs, si on veut, qu'il voit dans le gouvernement, dans les médias, et qu'il considère comme étant responsable du vol électoral de l'élection de Trump en 2020. Mais c'est quelqu'un qui a effectivement une empreinte complotiste marquée depuis longtemps. Il affirmait d'ailleurs assez récemment que les émeutes du 6 janvier avaient été organisées par le FBI. Il qualifiait d'ailleurs lui-même les émeutiers de prisonniers politiques. Il voulait, avant de devenir le patron du FBI, il voulait fermer le FBI et le remplacer, tenez-vous bien, par un musée du Deep State, de l'État profond. Il voulait aussi déclassifier les documents liés aux attentats du 11 septembre. Sous-entendu, on nous aurait menti sur la réalité de cet attentat. Et de façon assez impressionnante, il est surtout quelqu'un qui a pataugé dans l'univers QAnon. Il est intervenu plusieurs fois dans des podcasts très populaires en 2023 et en 2022, très populaires au sein de la QAnon-sphère. Et puis, il a dit à plusieurs reprises, là je le cite, que ce que avait dit ce mouvement était pour lui tout à fait crédible. Donc, il a vraiment soutenu cette mouvance. Et cette nomination, toute récente, à la tête du FBI, a totalement redynamiser la QAnon-sphère qui voit ça évidemment d'un œil très positif. Autre nomination, celle de Tulsi Gabbard, nouvelle directrice du renseignement national des États-Unis. Elle a été auditionnée par le Sénat américain le 30 janvier dernier. Parmi ces attaques, les États-Unis ont estimé qu'Assad était responsable de 2 d'entre elles qui se sont produites à Douma et à Khan Sheikhoun en Syrie. En tant que membre du Congrès et candidate à la présidence, et pas plus tard que ce mois-ci, dans vos réponses écrites à cette commission, vous avez mis en doute l'évaluation selon laquelle Assad est coupable de ces 2 attaques. Est-ce toujours votre position ? Sénateur, j'ai soulevé ces questions en raison des informations et des preuves contradictoires qui ont été présentées à l'époque. Je vous remercie. Cela contredisait donc votre point de vue, y compris les évaluations des experts de notre propre communauté de renseignement.
Et ils n'ont pas toujours raison, j'en conviens, mais ce que j'ai vu montre clairement qu'en même temps que vous étiez sceptique à l'égard des évaluations de notre communauté du renseignement, vous n'appliquiez pas le même scepticisme aux informations provenant de sympathisants de la Russie et d'Assad. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait tous nous préoccuper. On commence à connaître son nom à Complorama, Rudy Tulsi Gabbard. Qui est-elle? D'abord, ce n'est pas du tout une professionnelle du renseignement. C'est une ancienne députée. Elle a été membre de la Chambre des représentants de 2013 à 2021, représentante d'Hawaï. C'est une membre à l'époque du Parti démocrate qu'elle quitte en 2022 seulement pour devenir indépendante, puis républicaine, tendance trumpiste. Effectivement, elle s'est illustrée ces dernières années par des prises de position très singulières, très hétérodoxes, sur notamment le conflit en Syrie, puisque elle a expliqué que les attaques chimiques de Khan Sheikhoun en 2017 et de Douma en 2018, qui sont attribuées par l'immense majorité des spécialistes, observateurs et par le renseignement américain également, au régime de Bachar el-Assad lui-même. Elle avait mis en doute cela. Elle avait rencontré en 2017 le président Bachar el-Assad aussi. Et donc, elle avait quand même suscité une forme de réserve et pour le coup, de scepticisme sur son cas à elle. D'autant que ce n'est pas ses seules déclarations complotistes ou conspi-friendly à Tulsi Gabbard. Elle a aussi laissé entendre que son propre gouvernement, le gouvernement américain, n'avait pas révélé toute la vérité sur les attentats du 11 septembre 2001, suggérant une dissimulation officielle. Et puis, elle a aussi, en mars 2022, c'est-à-dire quelques jours après l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, que les États-Unis finançaient des laboratoires biologiques en Ukraine. Une allégation qui est considérée là aussi par tous les observateurs comme alignée sur la propagande russe, ce qui pose effectivement un vrai problème. On vient de parler de la nouvelle administration Trump et des personnes qu'il a choisi de nommer à la tête de ses agences de renseignement, mais on a aussi beaucoup d'exemples d'anciennes personnalités des renseignements qui ont basculé dans le complotisme. Premièrement, ils ont coupé le flux d'argent. Ces groupes vont donc mourir. Et cela ne s'est pas limité à l'Inde. Vous savez, ils le faisaient en Géorgie. Ils l'ont fait en Roumanie, en Serbie, en Slovaquie. Ils l'ont fait en Ukraine avec le Maïdan. They did it in Ukraine with the Maidan. You know, when you pay people to show up to protest. Vous savez, quand vous payez des gens pour qu'ils viennent manifester, vous payez pour acheter des pancartes. Vous payez de l'argent pour acheter de la nourriture et des armes. C'est ce que fait l'USAID. So that's what USAID was doing. So this is what Trump has exposed through Elon Musk. C'est ce que Trump a fait découvrir au monde à travers Elon Musk. L'USAID est devenu un outil de la CIA, je crois. Disons un outil ouvertement non classifié pour manipuler et délivrer de la propagande. Extrait d'une vidéo tirée de Sputnik India, publiée sur X le 5 février dernier. On y voit un ancien analyste de la CIA qui affirme que l'USAID, l'agence américaine pour le développement international, était un outil, je cite, pour manipuler et diffuser de la propagande, Rudy. Oui, on a là un ancien analyste de la CIA, donc comme beaucoup d'anciens agents à la retraite, qui ensuite sont des prises de guerre pour la propagande russe, parce qu'ils ne s'expriment pas n'importe où, ils s'expriment sur Sputnik India, c'est-à-dire la déclinaison indienne de Sputnik, qui est le nouveau nom de la voix de la Russie, c'est-à-dire Radio Moscou à l'époque, littéralement. C'est un média qui est rattaché vraiment au Kremlin, directement contrôlé par le Kremlin. Et le contexte dans lequel il dit cela, c'est un contexte où l'USAID, donc l'agence américaine pour le développement international, voit ses financements coupés, ses agents licenciés. C'est une institution qui est dans le collimateur de toute l'extrême droite trumpiste aujourd'hui et de ses relais à l'international d'ailleurs. Elon Musk l'a même qualifié l'USAID d'organisation criminelle. Et par effet de bord, on a la même chose ici en France avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui a les mêmes missions que l'USAID, qui est attaquée de la même manière ces derniers jours, au point que l'AFD a dû communiquer là-dessus pas plus tard qu'hier ou avant-hier. L'essentiel du budget de l'USAID était quand même fléché sur des programmes de santé, y compris des initiatives pour lutter contre les maladies infectieuses et renforcer les systèmes de santé publique dans divers pays.
Et il soutenait, l'USAID, également des projets visant à promouvoir les institutions démocratiques, les droits de l'homme, la bonne gouvernance. En d'autres termes, ça permet à l'Amérique de promouvoir un environnement international plus favorable à la démocratie et donc à ses intérêts. Or, cette politique-là, elle est interprétée et dénaturée d'une certaine manière par les complotistes comme une politique de régime change, c'est-à-dire de révolution de couleur. On nous explique qu'en réalité, c'est la CIA derrière qui essaie de faire des coups d'État doux, non violents, en finançant en fait des mouvements pro-démocratie et en déstabilisant de cette manière-là. En réalité, la seule chose qu'on déstabilise lorsqu'on aide des démocrates, c'est des régimes autoritaires, dictatoriaux, criminels le plus souvent. Est-ce qu'on a des cas d'anciennes personnalités des services de renseignement qui sont devenus complotistes? Enfin, qui sont devenus complotistes, en tout cas qui sont là aussi exprimés avec des propos qui très souvent rejoignent la propagande russe, pour le coup, qui est généreuse en théorie du complot. C'est en Suisse, par exemple, un ancien officier du renseignement, Jacques Beau, qui est devenu un auteur conspirationniste, de fait, hein, qui a fait le tour des médias alternatifs pour expliquer sa vision de ce qui se passait notamment en Syrie et ailleurs, et en Afrique et en Europe, etc. C'est quelqu'un comme le français Éric Dénessé également, qui est une figure de référence de ces médias alternatifs. Et puis c'est surtout la figure d'Alain Juillet, qui a été de 2002 à 2003, de manière assez rapide, directeur des renseignements de la DGSE. C'est l'une des directions de la DGSE, c'est-à-dire les services extérieurs français. Et c'est quelqu'un qui a animé une émission sur RT France, c'est-à-dire là aussi un média de propagande russe contrôlé par le Kremlin, une émission qui s'appelait La Source. Et donc, depuis une vingtaine d'années, Alain Juillet, c'est quelqu'un qui est à la fois un conférencier, un consultant, et qui a animé cette émission jusqu'à janvier 2022, c'est-à-dire là aussi quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est quelqu'un qui a eu des propos là aussi très disruptifs, pour pas dire conspirationnistes, sur ce qui se passe en Ukraine et aussi sur les ovnis de manière très, très intéressante, quoi. Combien de personnes présentes au Capitole le 6 janvier étaient des informateurs confidentiels du FBI, des agents ou qui travaillaient directement ou indirectement avec une agence du gouvernement des États-Unis? C'est ce que les gens veulent savoir. Qu'en est-il du seul homme? Entrez, entrez là-dedans, que tous les autres y aillent, allez, allez, allez. Il ne lui arrive rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il ne se passe rien. L'une de ces personnes a-t-elle joué un rôle quelconque dans l'approbation ou la facilitation des événements survenus au Capitole? C'est ce que nous voulons savoir. Et surtout, pourquoi n'enquête-t-il pas sur le 3 novembre? Une élection truquée et volée. Si nous n'allons pas au fond des choses, nous n'aurons jamais une démocratie juste et libre. Pourquoi ne se penche-t-il pas sur cette question? Vous avez reconnu Donald Trump le 15 janvier 2022 lors d'un grand meeting en Arizona, le président américain qui sous-entend à l'époque que des agents du FBI étaient présents lors des émeutes du Capitole, Rudy. Oui, c'est peut-être vrai d'ailleurs, mais ce qu'il leur reproche, c'est carrément d'avoir eu un rôle actif dans l'encouragement à la violence, etc. Alors que celui qui a eu un rôle actif dans l'encouragement à la violence, c'est lui, Donald Trump en l'occurrence, qui a appelé ses partisans à prendre d'assaut le Capitole, avec quand même des partisans de Trump qui avaient dressé une potence devant le Capitole. Il faut se souvenir de ça et des morts qu'il y a eu. Il y a 5 morts quand même ce jour-là. Donc l'idée que les services de renseignement ou le FBI sont des instruments au service de ce fameux État profond qui aurait aussi manipulé le cours du scrutin ou qui n'aurait pas suffisamment enquêté sur la manipulation présumée du scrutin par les démocrates et par les adversaires de Trump. On parle du scrutin de 2020. Ça, c'est une manière, effectivement, de faire porter le chapeau de ce qui s'est passé au Capitole à d'autres, à ses adversaires politiques. Il faut rappeler quand même que cette notion d'État profond, de deep state, elle est introduite par Donald Trump dès son arrivée à la Maison-Blanche en 2017. Il va s'en servir, il va imposer cette idée d'un État dans l'État, et un État obscur, profond, donc c'est-à-dire caché, qui l'empêcherait de gouverner, qui saboterait sa présidence et qui aujourd'hui manipulerait les élections. La vérité, c'est que la seule trace de manipulation avérée, pour le coup, du scrutin de 2020, on la doit à Donald Trump lui-même. Il avait fait pression sur un élu pour qu'il lui trouve des milliers
de voix. On dispose même de l'enregistrement téléphonique et le fait de ne pas avoir été inculpé, à son élection, là, aux élections de 2024. Oui, cette idée que la CIA serait en fait cette arme de l'État profond, elle n'est pas que véhiculée par la complosphère ou le cercle trumpien ou Trump lui-même. On a aussi beaucoup d'États autoritaires et des dictatures qui utilisent cette idée, encore une fois, du CIA comme arme de l'État profond. Et des exemples, on en a pléthore. On a la Russie, par exemple, en 2020, qui accusait la CIA d'avoir fabriqué donc, des armes biologiques en Ukraine, les fameux biolabs militaires. Mais on a aussi l'Iran, qui régulièrement va brandir la CIA, notamment durant les soulèvements post-électoraux de 2009 en Iran. Donc elle accusait l'État profond, la CIA, d'être en sous-main derrière ces émeutes, ou derrière ces soulèvements en tout cas. Et puis elle a remis le plat d'ailleurs en 2019-2020, l'Iran, encore une fois, en accusant d'ailleurs les émeutes qu'il y avait contre le régime, de voir encore une fois la main de la CIA. Bref, en gros, dès qu'il y a un ennemi, dès qu'il y a un adversaire, on va essayer de lui coller l'étiquette de la CIA. Et je dois dire, c'est un peu un fun fact, un pas de côté, mais il se trouve que Rudy et moi avons été accusés d'être manipulés quelque part par la CIA, par l'ancien sénateur Yves Pozzo di Borgo, en juin 2022. Pozzo di Borgo, qui est d'ailleurs régulièrement relayé par la complosphère, et il expliquait que très certainement derrière Rudy et moi, il y avait effectivement la CIA. Mais justement, la CIA n'est pas aussi accusée d'avoir fabriqué la notion de théorie du complot. Oui, justement. Alors ça, c'est un mythe complotiste qu'on trouve assez facilement sur Internet lorsqu'on se renseigne sur l'origine de la notion de théorie du complot. En réalité, le terme en français, théorie du complot, il apparaît dès le début du XXe siècle, plusieurs décennies en fait avant la création de la CIA. Et le terme anglophone conspiracy theory, il est encore plus ancien puisqu'on en trouve des occurrences dès les années 1860, c'est-à-dire un siècle avant l'assassinat de Kennedy. Et donc, contrairement à un mythe tenace qui voudrait que la CIA a inventé ce terme justement pour recouvrir d'un voile et d'une chape de plomb toute question qu'on pourrait se poser sur l'assassinat de Kennedy en 1963, et donc stigmatiser ceux qui se poseraient simplement des questions sur cette tragédie, eh bien, ce n'est pas vrai. En réalité, c'est un terme qui est utilisé depuis très très longtemps déjà à l'époque. La réalité aussi, s'agissant de l'affaire Kennedy, c'est que le KGB, les services soviétiques, ont considérablement amplifié la théorie du complot sur l'assassinat de JFK via une opération de désinformation qui est connue, de grande ampleur, connue sous le nom de Dragon, et qui visait à faire peser sur la CIA, précisément, les soupçons de l'opinion publique mondiale, en expliquant que c'était pas eux, et sans doute pas eux, le KGB, mais que derrière l'assassinat de Kennedy, c'était la CIA. Alors, on vient de parler de l'État profond. Il y a un deuxième thème que je voulais aborder avec vous, c'est le false flag. C'est quoi, Rudy ? False flag, ça veut dire faux drapeau, c'est simple, ça veut dire qu'on essaie de faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Et ça peut être des opérations militaires, des faux attentats ou encore des assassinats de personnalités. Alors parfois ça existe historiquement, mais là le false flag dont on parle, c'est le mythe du false flag, puisque dans la conscience complotiste, tout est false flag. Là, il faut parler d'un rapport de l'ONG bien connue Human Rights Watch, qui, en 2014, avait accusé le FBI et le ministère de la Justice américain d'avoir mené des opérations d'infiltration abusive, selon cette ONG, en incitant financièrement ou psychologiquement des personnes de confession musulmane à préparer des attentats et à les transformer ainsi, ces personnes, en terroristes. Alors ces pratiques, elles sont légales aux États-Unis et elles sont faites sous le contrôle de la justice, de l'institution judiciaire, il faut bien le préciser. Et elles sont utilisées dans la lutte contre le crime organisé, notamment. Ce que dénonçait Human Rights Watch, c'était les dérives potentielles, notamment le ciblage de personnes vulnérables sur le plan psychologique et le ciblage sur des critères qui, selon l'ONG, étaient des critères confessionnels ou ethniques. Ce que contestent évidemment les autorités américaines, il faut le dire aussi. Cette critique-là, à l'époque, elle avait été récupérée par la complosphère qui voyait pour le coup la preuve que le terrorisme islamiste était une invention des États occidentaux. Donc ils allaient beaucoup plus loin que ce que disait ce rapport. Le rapport disait évidemment pas ça, il démontrait plutôt l'existence de garde-fous, de contre-pouvoirs fonctionnels aux États-Unis. L'idée que le FBI est derrière le djihadisme, c'est une idée fausse, quoi. Oui, puis on a évidemment d'ailleurs tous les assassinats possibles et imaginables dans l'histoire des États-Unis. La complosphère va essayer d'imaginer qu'il y a l'empreinte, la patte de la CIA, que ce soit pour JFK, Martin Luther King ou RFK. Et
Il se trouve que tout ça rebondit un peu sur l'actualité parce que le 23 janvier 2025, Donald Trump lui-même a signé un décret pour déclassifier tous les dossiers concernant ces différents assassinats. Avec l'idée évidemment derrière que si on doit déclassifier, c'est qu'on nous avait menti, évidemment. Et ça vient évidemment conforter tout l'imaginaire et toute cette parano complotiste, notamment américaine, qui voit derrière ces 3 meurtres et assassinats, évidemment encore une fois, la main de la CIA. Trump avait déclaré lors de cette déclassification « Tout sera révélé ». Et ça, autant dire que ça a excité considérablement la complosphère. On entend aussi le terme psy-ops pour opérations psychologiques, des opérations d'influence au service de l'armée. Exemple avec Robert Kennedy Jr. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui avec ces terribles émeutes entre les populations immigrées musulmanes et la police française et le gouvernement français. Et c'est ce qui se passe en fin de compte dans toute l'Europe. Vous savez, nous avons eu le Brexit, etc. Mais cela est en fin de compte imputable à la guerre d'Irak et à la création du groupe État islamique par la CIA. Puis à l'invasion de la Syrie, qui a conduit 2 millions d'immigrants en Europe et déstabilisé toutes les nations d'Europe pour les générations suivantes. Et la CIA n'a toujours pas eu à en rendre compte. Vous savez, c'est ce qui arrive lorsque vous essayez de renverser Bachar el-Assad. Ce n'était pas seulement une opération psychologique ratée, c'était une catastrophe pour le monde entier. Robert Kennedy Jr. le 8 juillet 2023 au micro de l'ex-juge Andrew Napolitano qui soutenait à l'époque que l'État islamique avait été créé par la CIA et que tout cela était une psy-op. Oui, on est en plein révisionnisme historique, en fait, même si c'est de l'histoire du temps présent. Les psy-ops, ce sont ces opérations de communication qui visent à influencer le comportement d'un adversaire dans le cadre d'un conflit. À travers l'histoire, ces opérations, ça a pu être, par exemple, le largage de tracts derrière les lignes ennemies pour démoraliser les troupes de l'adversaire, ça s'est vu, pour les inciter à la désertion ou nuire au soutien dont elles bénéficient dans la population civile. Ça a été mis en œuvre notamment par l'armée américaine dans le contexte de la guerre du Vietnam, donc ça existe là encore, les psy-ops. Et c'est comparable, d'une certaine manière, à ce que dans la terminologie soviétique, on entend sous le terme de mesures actives. Alors maintenant, les médias complotistes, ils regorgent de dénonciations de psy-op, souvent fantaisistes. C'est par exemple Piers Corbyn, un activiste anti-vax complotiste britannique, et qui expliquait que la pandémie de Covid-19 était une opération psychologique destinée à ruiner l'économie dans l'intérêt des grandes multinationales. Voilà. Donc il y voyait un complot vraiment. Autre exemple, l'idée que le trafic de drogue international est en réalité contrôlé par la CIA. Là aussi, dans le cadre d'une vaste opération psychologique, eh bien, cette assertion, on l'avait soumise dans le cadre d'un sondage aux Français, et on avait quand même un Français sur 5, 19%, qui souscrivait à cet énoncé, contre 31% qui ne se prononçaient pas et 50% qui n'étaient pas d'accord. Un Français sur 5 qui pensait que le trafic de drogue international était contrôlé par la CIA. Voilà, c'est ça le mythe du psy-op. Il y a aussi dans ce mythe psy-op un exemple particulier, c'est le programme MK Ultra. Tristan, c'est quoi ce programme ? Oui, alors c'est un programme qui a été mené par la CIA à partir de 1953 et qui a été abandonné 20 ans après, en 1973, et qui visait notamment à expérimenter des techniques de contrôle mental, souvent de manière abusive et non consentie, par l'usage de drogues comme le LSD, l'hypnose ou d'autres méthodes assez improbables. Et ce programme, même s'il a été abandonné, va continuer à exciter tout l'imaginaire complotiste jusqu'à aujourd'hui. On a peut-être 2 exemples récents assez surprenants. On a par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez évidemment de Luigi Mangione, qui avait été accusé du meurtre de Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, le 4 décembre 2024 à New York. Eh bien, certains complotistes étaient absolument convaincus qu'il avait été manipulé par ce mystérieux programme
MK Ultra. On a aussi l'influenceuse complotiste américaine Candace Owens qui publie actuellement une série de vidéos particulièrement virales sur le fait que Brigitte Macron serait un homme et qui explique dans l'épisode numéro 2 que Brigitte Macron serait née le même jour que la création du programme MK Ultra le 13 avril 1953. Et tout ça ne serait pas étranger au fait qu'Emmanuel Macron pourrait avoir été lui-même manipulé par ce fameux programme de contrôle mental MK Ultra. Ce qui est fascinant, c'est que si on sait que ça a existé, MK Ultra, c'est parce que la démocratie américaine a déclassifié l'essentiel de ce qu'on avait à savoir sur le sujet. Et elle l'a fait il y a plus de 50 ans. Et que c'est devenu un mythe complotiste depuis un demi-siècle. C'est-à-dire que ce programme, jusqu'à preuve du contraire, n'existe plus, n'est plus actif, et pourtant, on continue de nous expliquer qu'il perdure. Il y a une autre notion sur laquelle je voudrais insister, c'est la notion de candidat mandchou. Parce qu'elle a été très traitée par la fiction. C'est l'idée qu'à travers MK Ultra, on aurait transformé des hommes ordinaires en tueurs après leur avoir lavé le cerveau. Et donc, ça permettrait notamment d'envoyer un Lee Harvey Oswald ou un Sirhan Sirhan assassiner les Kennedy, etc. Les tentatives de créer un véritable candidat mandchou, jusqu'à preuve du contraire, elles n'ont jamais abouti. Et pourtant, c'est un thème qu'on voit effectivement abondamment dans la fiction. Par exemple, dans un film comme Un crime dans la tête, d'ailleurs dont le titre américain c'est The Manchurian Candidate de John Frankenheimer, ou dans la saga des Jason Bourne, La mémoire dans la peau, c'est exactement ce thème-là, dans une série comme The Designated Survivor aussi, c'est-à-dire que c'est un thème omniprésent dans la fiction, et sans doute que ça nous influence aussi et que ça a des effets sur nos représentations complotistes. Nous allons parler aujourd'hui de l'attentat de Paris de samedi en se posant une question simple. Est-ce encore un coup du Mossad? Pourquoi? Parce que c'est simple, hein, c'est vraiment très très simple à comprendre. Déjà, j'ai juste envie de vous dire comment ça se fait que pendant les 2 ans de Covid, il n'y a pas eu d'attentat, quoi. Le virus, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Pourquoi je dis ça? Tout simplement pour revenir sur un fait important, c'est que ces attentats se produisent à des moments clés, des moments importants, médiatiquement, politiquement importants, maintenant géopolitiquement importants. Salim Laibi, le 4 décembre 2023, youtubeur et blogueur conspirationniste sous le pseudonyme du Libre Penseur. Dans cet extrait, Salim Laibi fait référence à l'attentat du pont de Bir Hakeim à Paris, une attaque au couteau et au marteau perpétrée 2 jours plus tôt, donc le 2 décembre 2023. Rudy, c'est une petite musique qui revient régulièrement, l'implication du Mossad. Oui, de manière assez pavlovienne. Alors, peu de services de renseignement sont aussi souvent cités que le Mossad, les services secrets israéliens, dès qu'il y a un attentat, quoi. Mais on a dans la complosphère des gens qui sont obsédés par ça. Salim Laibi en fait partie. Il a une empreinte complotiste très claire. Et il le dit très clairement dans sa vidéo, d'ailleurs, que c'est le Mossad qui est derrière, de manière très assertive. Alors pourquoi le Mossad? À mon avis, ça tient à 2 raisons. D'abord, une raison objective, c'est qu'il y a eu des opérations spectaculaires réalisées au cours de son histoire par le Mossad, du fait de la situation géopolitique d'Israël. Petit État en guerre depuis sa naissance, pour qui la question de sa sécurité est existentielle. Et donc la question du renseignement est absolument vitale, cruciale. Et deuxième point, les accusations fantaisistes qui ciblent l'État d'Israël pour des raisons à la fois géopolitiques. Le conflit du Proche-Orient, il déchaîne les passions. C'est le berceau de 3 religions monothéistes, cet endroit. Et aussi pour des raisons moins avouables, c'est-à-dire l'antisémitisme, qui s'est toujours accommodé, c'est un peu sa spécificité, d'accusations complètement délirante. Je pense à cette phrase de George Orwell qui disait à propos de l'antisémitisme que l'une des marques de cette haine, c'est sa capacité à croire des histoires qui ne peuvent pas être vraies. Et puis il y a l'idée d'une 5e colonne de gens qui travailleraient pour le Mossad. Oui, ça c'est le thème récurrent des Sayanim. Sayanim, en hébreu, ça veut dire aidant, ceux qui aident. C'est un peu le fantasme complotiste d'une 5e colonne juive au service d'Israël à travers le monde. Les auteurs qui spéculent sur ce thème-là prétendent que le Mossad s'appuie sur un réseau de plusieurs dizaines de milliers de juifs, voire des millions de juifs dispersés à travers le monde, prêts à rendre service à tout moment
au service de renseignement israélien, qui seraient disséminés dans tous les secteurs de la société, des journalistes, des intellectuels, des hommes politiques, mais aussi des garagistes ou des agents immobiliers, quand il s'agirait de tout d'un coup, du jour au lendemain, de cacher des armes, des voitures, etc. L'un des premiers auteurs sur le sujet, c'est un dénommé Victor Ostrovsky, qui lui-même a passé du temps au sein du Mossad, entre 14 et 38 mois, selon ce qu'on sait, c'est-à-dire pas beaucoup en fait. En 90, il publie un livre sur le sujet qui mêle informations corroborées et éléments beaucoup plus invérifiables, qui est considéré par le New York Times comme aussi crédible qu'un roman de gare, c'est dire. Et puis aussi, on le retrouve surtout dans l'émission d'Alec Jones, pape du complotisme américain. Voilà, donc pour le sérieux qu'on peut accorder à cette idée-là. Pour conclure cet épisode, on peut dire que les services de renseignement sont régulièrement dans les récits complotistes. Revenons à notre actualité américaine. Maintenant que Donald Trump est au pouvoir et a la main mise sur les services de renseignement américains, qu'est-ce qu'on peut craindre pour l'avenir, Rudy ? D'abord, le plus inquiétant, c'est que tous ces gens dans l'administration de Trump ont un tropisme conspirationniste très prononcé et que, selon une étude qu'on avait déjà citée dans Complorama, le conspirationnisme est corrélé à une plus grande propension à comploter soi-même, à participer à un complot. Bon, c'est pas le plus rassurant. Le grand paradoxe que je vois, c'est que Trump, en fait, risque de transformer les services de renseignement de son pays en ce que les conspirationnistes prétendent dénoncer depuis des décennies. C'est-à-dire que tout se passe comme s'ils s'en accommodaient parfaitement, ces conspirationnistes, ce qui, je crois, montre bien leur souci, en gros, que leur souci affiché de la transparence et de la vérité, ou leur patriotisme, c'est surtout un effet de discours, un habillage, une rhétorique complètement creuse. Merci Tristan Madès France. Merci à tous. Merci Rudy Reichstadt. Merci Pauline. Sans oublier Joé Fonferrier, Cindy Le Grumelec au son, Nicolas Andreu et Cyril Balta à la vidéo. C'est la fin de ce 83e épisode de Complorama. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt.